Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bon, eh bien, il est midi, on peut commencer. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce rendez-vous de l'ambassade Real Mixity Europe. On organise cette interview tous les 2 mois avec une femme inspirante. Donc, on reçoit des femmes politiques, des écrivains, des sportives, enfin voilà, toutes sortes de typologies de personnes différentes. Et aujourd'hui, on reçoit Annabelle Roberts, qui est franco-canadienne et qui est chef d'entreprise. Elle a créé une agence de communication et de formation à la prise de parole en public. C'est comme ça que moi, je l'ai rencontrée. Et voilà, nous, on s'est dit que c'était une femme très inspirante et on a envie de vous la faire découvrir. Donc, Annabelle, j'aimerais bien que tu te présentes un peu, que tu nous racontes qui t'es. Moi, j'avais bien envie qu'on commence avec un épisode que je connais de ta vie où il est question un petit peu de sacrilège avec une histoire de Bible. Si tu veux bien nous raconter ça. Écoute, merci de votre invitation aujourd'hui. Merci de ton introduction, Asha. Donc, je suis franco-canadienne dans le sens où j'ai la nationalité française, mais ma langue maternelle, c'est l'anglais. Donc, si vous entendez des petits coquilles de français, veuillez me pardonner. J'en prends de plus en plus tous les jours, autant qu'immigrante. Et merci de votre accueil. Vive la France. Donc, Asha, elle a raison. Quand on écrit un livre, on pense que le boulot, c'est d'écrire le livre, mais c'est faux, en fait. Le boulot, c'est de promouvoir le livre après et donner les conférences. Et donc, je pense que j'ai jamais autant me présenté dans ma vie depuis que j'ai écrit ce bouquin. Et donc, j'ai dit à Asha, elle m'a dit, moi, je vais t'introduire, mais est-ce que tu es d'accord de raconter une histoire de ta vie qui nous dit un petit peu sur qui tu es? Et j'ai dit, ouf, avec soulagement. Parce que j'en ai marre de me présenter. Donc, je vais plutôt vous raconter une histoire que j'ai écrite dans le livre, que je ne voulais pas mettre dans le livre, en fait, mais mon éditeur Flammarion m'a convaincue de mettre dans le livre parce qu'il a dit, Annabelle, en fait, ça nous aide à comprendre qui t'es et pourquoi tu as inventé la théorie de la veste. Donc, tout commence quand j'ai 11 ans et j'ai habité en Alberta. Donc, l'Alberta, c'est pas très loin du Yukon. Et les gens de Paris ne peuvent pas comprendre ce que c'est la vie en Alberta et les gens de l'Alberta ne peuvent pas comprendre ce que c'est la vie à Paris. La preuve, j'ai amené des macarons la durée en Alberta pour le mariage de mon frère. Le gros paquet, hein, et qui les prenait 3 ou 4 à la fois, lui squishait ensemble comme un accordéon, comme ça, et les mettait tous dans la bouche d'un coup, comme ça, en me disant avec la bouche pleine de macarons, oh bon, ils sont vraiment bons des Oreos français. OK? Donc, l'Albert, et donc quand je dis, ouais, mais ils sont quand même $2 le cookie. $2 le cookie! Donc, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est la vie à Paris et les Parisiens ne peuvent pas comprendre ce que c'est de vivre à 350 km du cinéma le plus proche, par exemple, ou de faire 220 km du forêt pour rejoindre l'hypermarché le plus proche. Et si vous le faites en hiver et vous tombez en panne, il y a un vrai risque de mourir parce que c'est possible qu'il n'y a pas une autre voiture qui passe pour 3-4 heures et vous êtes mort dans votre voiture parce qu'il fait moins 45 degrés. Donc, c'est là où j'ai grandi.
Et j'appartiens de ce que je considère d'être une génération magique. Donc, je ne souffle pas des rayons de soleil dans la culotte des millennials. Ce que je veux dire, c'est que j'appartiens d'une génération qui va être étudiée plus tard par des anthropologues parce que ma génération, comme peut-être d'autres dans cette conférence, a connu ce que c'est la vie sans Internet et ce que c'est la vie avec Internet. Et donc, tout commence quand j'ai 11 ans en Alberta, où il y a la première ordinateur connecté à Internet qui apparaissent dans mon village de 2500 personnes, dont une grande majorité était ma famille, parce que je suis l'aînée de 10. Et je suis l'aînée de 10 dans une famille mormone. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas des mormons, dans certains pays, c'est un secte. Des femmes ne travaillent pas beaucoup, certains qui sont particulièrement orthodoxes sont polygames. Donc, il y avait une colonie de Mormons polygames à 200 km de chez moi, quoi. Et donc, je suis la première femme dans ma famille à travailler. Je suis la première femme entrepreneur, évidemment. Je suis la première femme d'avoir moins de 5 enfants. Donc, mais j'ai toujours su, en fait, que je voulais autre chose. J'ai toujours su, grâce à Oprah Winfrey, parce qu'on n'avait pas le droit de regarder la télé, mais quand je faisais du babysitting, je regardais la télé des autres. Et je voyais Oprah Winfrey et Ally McBeal. Et pour moi, j'étais là, genre, waouh, c'est vraiment des femmes inspirantes. OK? Donc, pour moi, c'est flatteur de dire que je parle à une conférence femmes inspirantes parce que pour moi, je sais le pouvoir que ça peut avoir de voir ce qui est possible. Donc, je connecte sur Internet, je réserve mon créneau dans la bibliothèque de mon école. Donc, il n'y avait qu'une seule école dans le village qui faisait de 5 ans à 18 ans. Et une seule bibliothèque et un seul ordinateur. Donc, il fallait que je réserve un créneau et j'ai réservé un créneau et j'avais 15 minutes. Et j'étais partie pour faire ma première recherche Internet. Et donc, la première chose que j'ai cherchée était sur Oprah Winfrey et mon émission de télé préférée, Star Wars, The Next Generation, Star Trek, The Next Generation. Et la deuxième enquête que j'ai faite était par rapport à le fondateur de ma religion, Joseph Smith. Okay? Sous-entendu, voilà, censé d'être une prophète moderne qui nous a dit que, en fait, les Amérindiens aux États-Unis sont en fait une tribu perdue d'Israël et ils ont traversé l'Atlantique aux années de Christ. Et c'est eux qui ont été les premiers ici sur le territoire américain et on est tous descendus d'eux. Okay? Et que Joseph Smith a su tout ça parce qu'il a trouvé des records de cette tribu perdue d'Israël dans son jardin. C'est une coïncidence. Hein? Et c'était des tablettes en or. Et ensuite, quand il les a trouvées, Dieu lui a parlé en disant qu'il n'y a pas de religion vraie sur Terre, c'est à toi de fonder la vraie religion. Donc, ça se trouve que la vraie religion lui permettait d'avoir autant de femmes qu'il voulait, chacune plus jeune que la dernière, jusqu'à les enfants de 10 ans, 9 ans, etc. Mais tout ça, j'ai su pour la première fois de ma vie quand je suis allée sur Internet. Donc, évidemment, ce n'est pas la version de l'histoire qu'on a eue, nous, quand on était à l'église. Et on allait à l'église 6 heures par semaine. Donc, 3 heures par semaine le dimanche matin. 2 heures par semaine le jeudi soir. À partir de l'âge de 12 ans, les hommes et les femmes étaient séparés. Et tous les jeudis soirs, il fallait que je prenne des cours de comment être une bonne femme et une bonne mère. Donc, des cours de point-croix, des cours de couture, des cours de décoration. À partir de l'âge de 14 ans, on prend des cours sur comment faire plaisir à son mari, comment ne jamais lui refuser, ce genre de choses. Et à partir de 16 ans, on peut se marier et c'est attendu de nous qu'on se marie. Donc, moi, quand j'ai passé le bac, dans une classe de 26 élèves, à peu près la moitié femmes, il y en avait 3 qu'elles étaient déjà mariées et c'était les plus populaires de la classe.
Et il y avait d'autres qu'elles étaient mariées, et donc évidemment, elles ont arrêté l'école parce que ça sert à rien. Donc, moi, j'étais choquée de découvrir ces nouvelles informations sur Joseph Smith, mais il était quand même sorti des encyclopédies, c'est comme ça qu'on dit en français, des sites crédibles, des sites tels que exmormon.org, ce genre de choses. Et donc ça m'a perturbée. Et donc, à peu près une semaine après avoir fait d'autres recherches, je suis allée à la bibliothèque, regarder dans les encyclopédies, mais physiques, différentes choses, regarder dans les archives. Ce n'était pas une grande bibliothèque. Je me suis prononcée athée. Donc, j'avais 12 ans à l'époque. Oui, Acha? Tu avais quel âge à ce moment-là? 12 ans à ce moment-là. Et donc, quand je me suis prononcée athée à ma famille, ils étaient horrifiés, évidemment, et ils ont demandé à l'évêque de la paroisse ce qu'il devait faire. Ils ont dit, c'est une pomme empoisonnée. Si vous ne le sortez pas de la baraille, elle va infecter tout le monde. Et donc, ils m'ont mis dans une espèce de famille d'accueil extrême mormonisme, une espèce de rééducation, en fait, pour sortir le diable de moi. Littéralement, c'est ça ce qu'il a dit, mon père. Et donc, j'ai été mise dans un endroit qui était encore plus isolé que j'aille connu, où il fallait faire 45 km pour y aller à l'école tous les matins, par bus. Et en plus de ça, comme j'ai eu l'âge, en fait, de commencer des cours d'études mormonisme, en plus de les 3 heures de messe le dimanche, les 2 heures de cours sur comment devenir une bonne femme et une bonne mère, il fallait que j'étudiais les textes mormons, la Bible et le livre de Mormon, qu'ils appellent ça la Bible mormon, tous les matins et faire une espèce de CNED de mormonisme, en fait, à la maison, 1 heure par jour. Et donc, ça veut dire 5 heures par semaine, avant que j'avais le bus à 6h30 le matin. Donc, si je ne le faisais pas et n'était pas validé par l'évêque, parce qu'il voulait me garder sur une laisse très courte, hein, parce que vraiment, danger, elle se prononce athée, n'importe quoi, j'avais pas le droit à mes livres pour mon vraie école, dont je tenais beaucoup, parce que j'ai compris qu'Ally McBeal, elle a fait des études. Hein. Donc j'étais très énervée, j'étais un peu dans cet état-là, sortie de ma famille, faire des cours de mormonisme, bref. Quand un jour à l'église, on a eu une annonce, donc le planning pour des cours de comment devenir une bonne femme et une bonne mère, ils étaient affichés au début du mois et j'ai vu qu'un jeudi, on allait faire career training. Comment tu dis ça en anglais, Acha? En français, pardon. Entraînement. Entraînement carrière. Oui, voilà, c'est ça. Entraînement carrière. Et ça m'a parlé big time. Moi, j'ai dit, oh, enfin un truc cool, méchant. Et j'avais un espèce de puits d'espoir, en fait. Je me souviens que c'était démesuré la réaction que j'ai eue par rapport à cette petite ligne sur le planning career training. Et donc, j'avais hâte. Je faisais mes études de mormonisme avec gusto, malgré le fait que c'était vraiment n'importe quoi. Et arrivé ce jeudi soir-là, en fait, c'était un communiqué qui était arrivé de le Vatican mormon, ce qui est le Salt Lake City aux États-Unis. Donc, en fait, il y a un prophète au Salt Lake City qui parle directement avec Dieu dans une pièce spéciale d'un temple mormon. Cool. Et quand il a besoin de dire des choses à des membres de l'Église, il envoie des communiqués. Et donc là, c'était un communiqué qui venait directement du prophète pour toutes les femmes, toutes les jeunes femmes âgées de 12 à 18 ans de l'Église mormone. Et c'était marqué que, en fait, vous savez, l'Église mormon, on a besoin de l'argent pour construire des temples et des nouvelles églises et envoyer des garçons à faire des missions pour convertir encore plus de mormons. Et une grosse dépense pour nous, c'est quand une famille perd le patriarche de la famille, que ce soit un accident ou qu'il est malade ou qu'il est au chômage. Et comme la femme, elle n'a pas de diplôme, elle ne peut pas prendre sa place pour payer ce que la famille a besoin, dont il demande à l'Église. Et vraiment, on dépense beaucoup d'argent dans cette histoire. Donc, désormais,
on encourage des jeunes femmes à faire un diplôme avant qu'elles se marient. Voici la liste des diplômes sanctionnés par l'Église mormone. Coiffeuse, assistante dentaire, assistante maternelle, assistante de direction, mais pas dans une grande entreprise, dans un PME. Okay? Il y avait quoi d'autre? Assistant opticien, ok? Bref, tout commençait par assistant, quoi. Et là, c'était la déception totale. Donc, avec le point de vue d'une adulte et d'une mère, maintenant, je comprenais ce qui m'est arrivé à ce moment-là quand on a eu la liste de assistant 2, assistant 2. Dans un premier temps, j'ai rien contre les assistantes dentaires ou des assistants de direction. Je suis ravie que mon assistante de direction est très, très compétente et géniale. Je suis ravie que mon assistante dentaire, elle est très compétente. Mais cette liste d'assistantes m'a mis hors de moi, mais c'était tout en fait. C'était être éjectée de la famille, être un mouton noir, être blablabla. Bla, bla, bla. Et j'ai fondu en larmes et j'ai eu une grosse crise et j'étais pas bien en fait. Et pour moi, c'était pas ça le career training. Le career training, c'est comment faire pour travailler dans une grande tour à New York. J'étais convaincue que j'allais prendre des taxis et j'allais avoir un bureau à New York et tout. Bon, aujourd'hui, vous me faites travailler à la Défense, je pense que je serais malheureuse comme des pierres. Mais c'est ça ce que j'avais en tête. Et donc, j'ai décidé de rébeller. J'ai décidé de manifester, de montrer que je n'étais pas contente. Donc, dimanche prochain, quand il fallait valider mes études de mormonisme par l'évêque, j'ai mis tout dans le sac, les textes sacrés, le classeur avec toutes les études que Bachanana, mais j'ai aussi mis une bombe de lac et des allumettes. Et donc, la messe commence, il y a une grosse baie vitrée devant, c'est au milieu de l'hiver. Et la prière d'ouverture commence. Et moi, comme un psychopathe, je sors de la pièce, j'y vais devant la baie vitrée. Je creuse un trou dans la neige parce qu'il y a un espace de champ devant. Je mets tout là-dedans, les textes sacrés, la Bible. Je bombe le tout de lac. Je mets la bombe de lac. J'allume. Je mets le feu. Et je reprends ma place. Et évidemment, quelques minutes plus tard, comme ça, mini-explosion, un peu de feu, et on a des gens dans la paroisse qui disent « Fire !» comme ça. Et donc, il y a des gens qui sortent, moi inclus, parce qu'évidemment, dans ma tête, j'ai réfléchi comment ça va se passer et tout. Et je mets devant mon œuvre comme ça, et l'évêque me dit « Who did this ?» Qui a fait ça? Et je lève le menton comme ça, et je dis « C'était moi ». Et j'étais punie d'une centimètre de ma vie, en fait. J'étais punie de manière très sévère, de manière abusive. C'est là où l'histoire est un petit peu moins gaie, un petit peu plus noire et tout. Mais je me souviens le pouvoir que j'ai senti dans cet instant-là. Et c'était la première fois, en fait, où je me suis sentie puissante. Et c'est là où j'ai compris qu'on ne peut pas choisir les cartes que l'univers va distribuer, mais nous puissions toujours choisir notre réaction. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé en fait que, OK, j'ai pas eu les cartes que j'aurais souhaitées. Une famille peut-être qui vote à gauche, qui considère que l'éducation est importante, avec une maman professeure d'université et un papa médecin dans une chouette appartement à Toronto, etc. Mais c'est pas grave parce que c'est moi qui décide en fait. Et bon, j'ai un petit peu plus de chemin à parcourir avant d'arriver, mais c'est pas grave, je vais le parcourir. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour avoir ma vie d'Ally McBeal. L'âge d'émancipation au Canada, c'est 16 ans. À 16 ans et un jour, j'habitais de manière indépendante, j'avais mon propre appartement. Et ensuite, je suis venue à Paris parce qu'au Canada, pour avoir des bons jobs, il faut parler anglais, français. Et je suis venue faire un Erasmus et je ne suis jamais partie. Donc, en effet, comme elle dit Asha, aujourd'hui, j'ai ma propre agence. On est en train de construire un logiciel dans le développement personnel. On a une douzaine d'employés, une chouette bureau à Versailles. Donc,
c'est un peu long comme histoire, mais maintenant, vous connaissez tout sur ma vie. En quelque sorte, parce on pose cette question à nos invités, on leur demande qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite fille. Et donc, je pense que la réponse pour toi est assez évidente. Tu savais depuis le début que tu voulais être une chef d'entreprise. C'est ça, en fait. Pour moi, dans ma tête, j'ai compris que la réussite, c'était d'avoir une tailleur Chanel et prendre des taxis à volonté. Donc, j'ai un peu ajusté. Et je me souviens, j'ai écrit dans mon journal à 13 ans, mon rêve, c'est d'avoir un appartement où quand je regarde par la fenêtre, je peux voir d'autres appartements. Donc aujourd'hui, c'est juste une vis-à-vis et ça veut dire que c'est de la merde, votre appart. Mais je me souviens que pour moi, en fait, c'est tellement improbable qu'un jour, je vais habiter où il y a plein de personnes que je rêvais de ça, en fait. Et alors donc tu as ouvert tu as lancé cette agence. Vous êtes assez nombreux et en fait ton fonds de commerce un petit peu justement c'est l'empowerment. C'est donner aux gens les outils pour s'épanouir, se développer. Et donc tu as notamment fait éditer ce livre qui s'appelle La théorie de la veste. Est-ce que tu peux nous le pitcher rapidement? Très bien. Le monde appartient à ceux qui osent, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oser, c'est totalement abstrait. Comment oser? Qu'est-ce que ça veut dire oser? Comment j'ose si je ne le sens pas? Et moi, je sais que le monde appartient à ceux qui osent parce qu'il fallait du culot, en fait, pour sortir de l'Alberta. Parce que je n'ai pas juste sorti de ma zone géographique, j'ai aussi sorti de ma classe sociale. J'ai aussi dû apprendre des règles de comment les élites se comportent en France que moi, j'avais aucune idée. Donc, je me souviens d'une dame particulièrement gentille que j'ai pu rencontrer, qui était sur le codir d'une grosse société d'assurance, qui était la seule femme au codir. Et nos chemins, ils ont pu se croiser parce que j'étais sa prof d'anglais. Et quand elle a compris mon histoire, elle a dit, je vais te montrer comment s'intégrer. Et elle m'a acheté une carré Hermès et une paire de chaussures Chanel. Elle m'a dit, le reste peut être du H&M, mais il faut que tu portes ces deux choses-là. Et à partir de ce moment-là, j'étais fascinée par le rejet. Parce que j'ai compris que plein de gens, ils n'y vont pas parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Mais moi, dans ma tête, je dis, mais le rejet ne tue pas. C'est quoi cette histoire? Et donc, pendant 10 ans, j'ai étudié le rejet, la relation entre la honte et le rejet. Et j'ai développé 3 choses que n'importe qui peut mettre en place facilement, même s'il ne le sent pas courageux. Il suffit de faire ces 3 choses-là et vous osez désormais. Vous êtes prête à prendre des vestes. Vous êtes prêt à prendre des vestes. Et donc, la théorie de la veste est née de cette façon-là. Bon, alors on se penchera sur ces conseils qui sont très concrets. En fait, Annabelle, elle fonctionne comme ça. C'est du concret, c'est pas des considérations évanescentes. Euh, et puis, je pense qu'au cours de l'interview, on aura aussi l'occasion de revenir sur ben, voilà, les moyens de gagner en confiance en soi. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions hein, pendant qu'on avance dans le fil de l'interview. Moi, ce que je voulais te demander, Annabelle, c'est comme tu as coaché énormément de gens à la prise de parole en public, est-ce que tu as constaté une différence entre les hommes et les femmes en matière de confiance en soi? Oui. C'est d'ailleurs, bon, évidemment, le livre est pour tout le monde, mais si j'avais un petit souhait, ça sera que cet livre donnera de la confiance à toutes les femmes qui le lisent et tous les hommes. Mais quand je l'écrivais, vraiment, je l'écrivais pour ces femmes qui sont tellement intelligentes, tellement douées, tellement éduquées. D'accord? Donc, on arrive à un moment de l'humanité où la femme commence à être plus éduquée que l'homme. D'accord? Donc, dans les top 5 business schools aux États-Unis, c'est la première classe 2024 qui va avoir plus de femmes que d'hommes. D'accord? Il y a plus de femmes qui étudient la médecine que des hommes. Ceci dit, 8% des chirurgiens en France sont des femmes. Vous voyez? Donc, j'ai constaté une grande différence. Ceci dit, j'ai aussi constaté que quand une femme travaille
sa capacité à prendre la parole quand elle n'est pas confiante, elle fait du progrès plus rapidement, en fait, que des hommes qui luttent aussi avec le peur de parler en public, un peu le trac, etc. Donc, l'apprentissage va un petit peu plus vite, selon ce que j'ai pu voir chez la femme. D'accord. Et par exemple, si tu avais un ou deux conseils à nous donner pour gagner en confiance en soi, alors moi j'ai le souvenir de ce que tu m'as enseigné sur le fait qu'on pense toujours que c'est un effort de volonté, mais que par exemple le corps peut nous aider à ça. Est-ce que tu Le peux... corps influence l'esprit, en fait. Oui. Oui. Donc, tout le monde pense qu'il faut que j'attends de sentir confiante avant que je puisse me comporter comme confiante, mais c'est faux, en fait. L'inverse est vrai, en fait. Il faut que vous vous comportez comme quelqu'un qui a confiance en elle pour que vous puissiez en avoir confiance en vous. C'est un espace de shortcut, comme on dit en anglais, pour oser plus davantage. L'autre conseil que je donnerais, c'est portez-vous volontaire à prendre la parole à tous les instances possibles. Moi, j'appelle ça la stratégie pré-viser. D'accord? Donc, qui va présenter le lancement de marketing? Levez-vous le doigt avant que vous ayez le temps de réfléchir. D'accord? Ce qui va dire que, oh shit, maintenant vous êtes engagé et maintenant il va falloir trouver un moyen d'être bien. Donc, c'est peur de parler en public, c'est peur de s'exposer. Ce qui est normal, parce que quand on habitait tous dans nos tribus sur la savane, s'exposer égalait le mort. La mort, le mort. La mort. La mort. Évidemment, c'est féminin. Non. Et donc, mais il y a un décalage entre notre biologie et notre société d'aujourd'hui. C'est Albert Einstein qui a dit en 1955 que notre technologie a dépassé notre humanité en 1955. Okay? Il n'y avait pas Facebook à l'époque. Donc, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Quand notre système endocrin et notre cerveau est en train de développer, on habitait tous dans les tribus, vous faites éjecter du tribu, vous êtes mort. Okay? Donc, la honte, c'est rien d'autre qu'un mécanisme de survie, mais qui n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. D'accord? Gardez le tête bas, vous allez survivre. Okay? Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est vrai. Affichez-vous pour avancer. Donc, pour moi, ça sera prenez toutes les occasions possibles pour prendre la parole, même si vous ne le sentez pas, même tant que c'est un sujet que vous connaissez, portez-vous volontaire. Pré-viser. Et il y a Marie dans le fil de discussion qui dit exactement, qui parle de la posture de la super-héroïne. Ça te parle forcément, jambes écartées, mains sur les hanches, poitrine en avant, cap imaginaire sur les épaules. Ça fonctionne, c'est les neurosciences qui le prouvent. Et effectivement, le corps entraîne l'esprit, entraîne le corps, et c'est un cercle vertueux qui s'engage comme ça, et il faut juste le démarrer en fait. Je précise juste que ça, c'est à faire aux toilettes avant que vous preniez la parole. Donc, si vous prenez la parole comme ça, laissez-moi vous dire que vous allez faire votre réputation en entreprise. Okay? Ils vont dire, ah, bah, Wonder Woman, elle présente les initiatives marketing. Bon, c'est très bien. Okay? Donc, en fait, cette posture-là, c'est pour vous rendre grand, en fait, qui annule les hormones de panique qui sécrètent depuis la amygdale. Okay? Parce que, en fait, le corps, il dit, ah, en fait, les gars, non, on n'est pas en danger, on se rend grand là. Donc, vous pouvez arrêter de sécréter des hormones de panique, c'est OK. D'accord? Donc, vous faites cette posture-là, vous vous rendez grand, vous pouvez même faire ça, OK? Mais aux toilettes toute seule avant de prendre la parole. D'accord. Alors les water de différents sièges et établissements de fret vont peut-être être occupés plus souvent. C'est bien. C'est bien. Et ça va sentir le pouvoir. Alors, bon, on va passer aux autres questions. Ce que je vais te demander aussi, c'est est-ce que tu penses, toi, qu'il y a une manière féminine de diriger ou pas? Par rapport à ce que je peux voir,
je suis convaincue qu'il y a une manière féminine de gérer et excusez-moi de dire des choses tranchantes, it's better. It's just better. C'est juste mieux, quoi. C'est-à-dire que la femme, par rapport à ce que j'ai pu voir, considère tellement plus de KPIs que ses contreparties masculins. Et selon moi, c'est des KPIs qui sont très importants. J'en ai marre de définir la réussite. Pour vous dire la vérité, pendant 10 ans, j'étais obsédée par la honte et le rejet et le peur du rejet et d'où ça vient, etc. Ma nouvelle fascination, c'est le capitalisme de demain. Et il faut que je convainque Flammarion, mais je veux que mon deuxième livre soit là-dessus parce que je suis convaincue que le capitalisme de demain a besoin d'être un capitalisme plus gentil, plus inclusif, qui considère plus la planète, qui considère plus des gens qui étaient invisibles dans notre société depuis trop longtemps. Et par rapport à des femmes que j'accompagne, des femmes leaders, des femmes politiques, on a même une famille royale qu'on accompagne dans la prise de parole, je vois que ces femmes-là vont considérer plus ces KPIs. Elles vont considérer les KPIs de la qualité des relations dans les entreprises, l'inclusion, la diversité. Je vois que son implication à faire, et ça je ne sais pas dire en français, Acha, donc je compte sur toi, to do what's right. Oui, faire ce qui est bon. De faire ce qui est bon est beaucoup plus fort. Juste. Ce qui est juste, exact. Donc, cette sens de la justesse. Et évidemment, être performante en tant que PDG, c'est générer de la valeur pour les actionnaires. Mais je pense qu'on est en train de voir que ce n'est pas la seule KPI qu'il faut considérer et qu'il faut considérer des choses qu'aujourd'hui sont gratuites mais ne devraient pas être. Polluer, c'est gratuit. Donc, je viens de terminer un livre par la dame qui est à la tête de la London School of Economics, qui était anciennement chez le World Bank et anciennement avec Christine Lagarde chez le FMI, qui parle de ce nouveau contrat social qu'on a besoin de développer. Et le fait qu'elle parle de les femmes qui travaillent gratuit, on connaît tout ça, hein, on rentre et notre deuxième journée commence. Elle parle de la pollution qui est gratuite aujourd'hui, la carbone en fait qui est gratuit. Et ça, c'est un sujet typiquement Fred chez nous. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que la société doit payer pour toutes les entreprises qui produisent ce qu'on appelle des externalités négatives, c'est-à-dire le CO2, la pollution, etc. Et que ces coûts-là devraient être intégrés, pris en compte en amont. Et donc, il y a un vrai changement de paradigme à faire. Et quand on voit qui sont les personnes à prendre ces premiers pas vers ces changements difficiles, pas très convenants, difficiles à mettre en place, on voit que c'est souvent des femmes. Qui était la première dans un groupe mondial de luxe à arrêter à utiliser des produits animalières? C'était Stella McCartney. Okay? Elle s'est fait éjecter par LVMH pour cette histoire. Qui était la première personne à commencer à payer des réparations à des populations indogènes des pays par rapport à toutes les injustices qui étaient faites contre eux, la génocide, la vol de terre, etc., ben, c'était Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande. Donc, je trouve que le courage de faire ce qui est juste, pour moi, je le vois beaucoup plus chez la femme leader que l'homme leader. Après, est-ce que je vais prendre cher pour dire une chose pareille? I don't know. Et alors, est-ce que tu penses que ça reste difficile de se faire respecter en tant que manager, en tant que dirigeante, quand on est une femme? Pour moi, si c'est difficile de se faire respecter, ça veut dire que il y a un problème de culture, il y a un problème de valeur. Okay? Donc, moi, je suis motivée par l'efficacité. Si ce n'est pas efficace, ça ne m'intéresse pas de le faire. Et si ça va lentement, je vais changer de sentier, de chemin, etc., pour que ça puisse y aller plus vite. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai monté mon propre entreprise. C'est parce que dans d'autres entreprises, ça allait trop lentement.
Je vais dire que je savais que j'allais pas arriver ici parce qu'il y a un plafond vert, etc., parce qu'il y a des machos, blablabla. Donc, j'ai lancé ma propre boîte et pour moi, c'est facile de se faire respecter parce que si on fait des tests de personnalité, on fait des tests de valeur avant que quelqu'un rentre chez moi. Et si je vois que quelqu'un est macho, c'est juste non, quoi. C'est hors de question qu'ils vont rentrer chez moi. Donc, est-ce que c'est difficile de se faire respecter? Pour moi, non. Mais peut-être pour d'autres femmes, oui, possible. C'est pas sympa et c'est peut-être un peu facile ce que je vais dire, mais pour moi, un outil, quelque chose de très utile pour se faire respecter, c'est de virer. C'est hyper hard ce que je dis. Je sais que c'est hard, mais c'est autant que manager, si vous avez quelqu'un qui vous dénie le respect malgré le fait que vous le méritez parce que vous êtes le plus qualifié pour ce poste, vous avez fait des belles études, vous avez fait des preuves, vous n'êtes pas là au par hasard et toujours pas possible, peut-être il est temps de dire au revoir. Et pour en arriver, enfin voilà, pour faire une carrière un peu comme la tienne, il y a forcément des obstacles, des échecs. Comment est-ce que tu traverses ça, toi? Ben, moi, je les traverse en réfléchissant parce que douleur plus réflexion égale progrès. Et échec sans learning est une perte de temps, une perte d'énergie. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, Annabelle, ton livre nous apprend à loser exprès. Et j'ai dit oui, mais avec du style. C'est de la lose facile. Donc en fait, quand vous allez à la utile, pardon. Donc quand vous allez à la salle de sport, le saviez-vous que vous détruisez vos muscles en fait. C'est comme ça qu'on a les bras de Michelle Obama ou le tablette de chocolat. C'est en fait on détruit nos muscles et quand il se refait et quand il se repart, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de la muscu 2 jours de suite. C'est ça ce qui nous rend plus forts. Et donc, en fait, c'est de la destruction utile, encadrée, informée. Et la théorie de la veste, c'est la même chose. Donc, la première chose qu'il faut faire quand on pratique la théorie de la veste, c'est se fixer un quota de loose, un quota de veste à prendre tous les jours. Donc, moi, c'est 3 par jour et 2 le week-end. OK? Donc, hier, hier, je me suis fait interviewer par Le Parisien, par exemple, pour une histoire autre. Chez Present Perfect, tout le monde choisit leur salaire. Okay? Donc, vous choisissez votre propre salaire, vous écrivez votre propre fiche de poste. Et donc, Le Parisien voulait nous interviewer sur cette politique. On arrive à la fin de l'interview et moi, 3 vestes par jour, ils ne vont pas se faire tout seuls. Moi, je fais une tentative de veste. Je lui dis, mais c'est quoi les autres sujets que vous travaillez? Elle me dit, je travaille aussi un truc sur les agences qui en ont marre des clients, qui virent des clients, machin. J'ai dit, écoutez, si vous voulez un témoignage, nous, on a viré 30% de notre clientèle après le Covid. Parce qu'on s'est dit tout le temps qu'on passe avec un client toxique et le temps qu'on passe à ne pas trouver des clients qui sont bien, qui nous traitent avec du respect. Et elle me dit, super, je vous recontacte en janvier. Non. Donc, en fait, tentative, elle aurait pu me dire, mais pourquoi vous me posez cette question? Ça ne vous concerne pas? Je dis, non, je suis juste curieuse. OK. Donc, quand on pratique la théorie de la veste, on s'accoutume à risquer. sentiment exact. OK. Donc, la honte ne tue pas. Le monde appartient à ceux qui osent, malgré le fait que notre biologie nous dit de ne pas le faire. Et donc, il faut former votre biologie à être performant malgré la gêne. C'est noté. Et ce qu'on aurait aimé savoir aussi, c'est, à ton avis, dans une carrière réussie, alors évidemment, c'est multifactoriel, c'est une histoire de rencontres, de chance, de talent, de volonté, etc. C'est quoi la proportion, d'après toi, parmi tous ces ingrédients? Pour moi, la proportion est extrêmement personnelle. Et c'est un mix qu'il faut que vous trouvez vous-même. Pour moi, pour réussir, il y a une chose qui est universelle. Il faut que vous vous connaissez. La connaissance de soi est la fondation sur laquelle on construit n'importe quel progrès personnel. Que ce soit progrès carrière, que ce soit progrès autant que
femme, autant que mari, autant que mère, autant qu'entrepreneuse, la connaissance de soi et le nombre de gens dans ce monde-là qui ne se connaissent pas est quand même, comme dirait ma fille, une désastrophe. Donc, donc pour moi, ça, c'est universel. Après, il faut que vous définissez ce que vous voulez, en fait. OK? Donc, moi, j'aime l'argent. Moi, j'ai toujours su que je voulais un certain confort financier pour ne plus y penser, en fait. OK? Moi, je veux que peu importe ce que j'achète, la carte bleue va toujours marcher et je n'ai pas besoin de même y réfléchir. OK? Donc, ça, c'est important pour moi. Et donc, je vais construire ma carrière de telle manière-là. Ceci dit, si vous gagnez, je ne sais pas, mais à partir du moment où vous gagnez 100 000 euros par an, qu'est-ce que vous allez faire avec plus? Et donc, c'est là où un deuxième KPI qui est pour moi très important, c'est la santé de mes relations. Et quand on étudie le bonheur, j'ai une copine qui est adorable. Elle s'appelle Malin Ridal. Je ne sais pas si vous le connaissez. Elle a écrit le livre Heureux comme un Danois. Elle est chercheuse dans le bonheur. Et en fait, pardon? Ah non, c'est quelqu'un qui avait son micro ouvert. Ah, ok. Et donc, quand elle étudie le bonheur, on constate qu'à partir de 75-80 000 euros par an, au-delà de ça, les gens qui gagnent plus, ils ne sont pas plus heureux. Plus heureux. Oui, c'est un seuil. Ils ne sont pas plus heureux. C'est un seuil, c'est exactement ça. Donc, en fait, quand vous avez assez d'argent pour payer une vie bien pour vous et votre famille, forger le futur que vous voulez pour vos enfants, si vous avez besoin d'une école privée parce qu'ils ne s'épanouissent pas en école publique, blablabla, et partir en vacances et faire des soldes 2 fois par an, vous n'allez pas être plus heureux si vous gagnez plus. Et en fait, on se constate que des gens qui gagnent plus que 1 million, je pense que c'est 1,5 million, ils sont moins heureux. Les milliardaires sont misérables à côté de ceux qui gagnent 150 000 euros par an, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, pour moi, c'est un confort financier. Le deuxième, pour moi, KPI que j'utilise pour définir la réussite, c'est la santé de mes relations. Est-ce que je suis bien avec mon mari? Est-ce que je suis bien avec mes enfants? Est-ce que je prends du plaisir à nourrir des relations avec mes associés et mes collègues? Est-ce que les santé de mes relations sont vraiment au top? Et le troisième, c'est de la performance. Parce que j'aime performer, j'aime me perfectionner dans mon art, j'aime viser plus haut, j'aime voir, je dis, OK, j'ai fait X millions en chiffre d'affaires, est-ce que je peux faire X fois 2 en chiffre d'affaires? Pas parce que chiffre d'affaires, mais parce que ça peut être du donuts plutôt que des euros, c'est des points en fait. Et pour moi, si on arrive à se challenger encore, si les santé de nos relations sont vraiment très, très bien, et y compris la relation avec soi-même. Et on a un confort qui nous permet de ne pas être stressé par l'argent, en fait. Pour moi, on a réussi. Ça, c'est la définition de la réussite. Et alors justement, comment est-ce que tu gères la santé de tes relations avec ta famille, par exemple? Enfin, le fait d'être une chef d'entreprise, est-ce que tu peux en parallèle avoir une vie familiale, enfin une vie personnelle, en gros, qui occupe suffisamment de place? Ou Oui, est-ce que tu as dû faire des sacrifices? Comment tu organises ça? moi, j'ai fait des sacrifices, mais comme tout, c'est une question de qu'est-ce que tu veux sacrifier, en fait. Et comme beaucoup de gens, le Covid m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais facilement 70 heures par semaine, quoi. Donc, en fait, entre 19h et 20h, c'était enfant. Entre 20h et 20h30, c'était mariage. OK? Il y avait même des moments où il fallait mettre sexe dans le planning, hein. Mais comme tout le monde dans mon équipe peut voir le planning, je ne voulais pas mettre sexe parce que it's like awkward, #MeToo. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut être? Je vais mettre un code ou je ne sais pas quoi. Donc, j'ai mis Happy Birthday. Et donc, j'ai mis dans le planning. Et donc, tout le monde commence à m'appeler pile à ce moment-là parce qu'ils ont reçu la notification. Oh, c'est Happy Birthday, Annabelle. Donc, ils m'appellent. Je dis, les gars, c'est pas le moment. Bref. Et donc, après le Covid, j'ai dit, non, mais c'est pas une vie, ça.
Je dis, le confinement, j'ai redécouvert mes enfants, j'ai redécouvert mon mari, j'ai redécouvert ce que c'est de faire ce qui me fait plaisir, pâtisser, écrire, etc. Et donc, avec l'équipe, on a tous eu le même constat. Et donc, on a dit, bah, il faut que quelque chose bouge. Qu'est-ce qui va bouger? Je dis, c'est business. Et comme énormément d'agences, 80% de notre chiffre d'affaires vient de 20% de notre clientèle. Et donc, on a dit, on veut 30% de plus pour pouvoir voir nos enfants, pour réduire de 20 heures par semaine, voire 20 et quelques heures par semaine, le temps qu'on travaille. On aimerait bien juste travailler 40 heures par semaine, par exemple. Ah bah très bien, on va virer les 30% des clients soit toxiques, soit pas rentables, soit qui nous perdent notre temps, qui prennent trop de temps à décisionner, machin là. Et comme dans le jardinage, quand vous coupez stratégiquement une arbre, ah bah, qu'est-ce qui se passe? Elles fleurissent davantage. Donc, c'est ça ce qu'on est en train de voir. Et désormais, avant, je considérais le travail beaucoup comme une espèce de médaille à porter pour les entrepreneurs. J'ai totalement changé d'avis. Aujourd'hui, pour ceux qui travaillent 70 heures par semaine, pour moi, ça veut dire qu'ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas capables de prioriser, en fait. Et faire des choix, ils ne sont pas capables de dire non, ce qui est très important. Ça, c'est très important. En fait, c'est effectivement une réflexion qui se fait de plus en plus et on passe d'une époque où il fallait faire et plus. Et là, on est davantage sur le mieux. Et je pense qu'on a tous à y gagner. Alors, je voulais aussi te poser la question des quotas. En fait, c'est un sujet assez clivant dans les cercles féministes parce que y en a qui disent non. En fait, ça décrédibilise parce que il faut prouver sa valeur. C'est la valeur qui doit être première. Enfin, la reconnaissance de la valeur, qu'on soit homme ou femme. Et d'autres qui disent bah non, c'est nécessaire parce que sinon on n'y arrive pas. C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, moi, mon avis, c'est que comment veux-tu qu'on prouve notre valeur si personne nous donne notre chance? Voilà. Donc, c'est du talent est partout, l'opportunité n'est pas. Talent est partout et l'opportunité n'est pas. Et on ne va pas prendre des décisions dans le noir non plus. Quand on regarde ceux qui ont mis en place des quotas, qu'est-ce qu'on voit? On voit des sociétés qui sont plus saines. On voit des démocraties qui sont en meilleure santé que ceux qui n'ont pas des quotas. On voit la parité qui existe, en fait. Donc, pour moi, je suis pour ce qui est efficace. Moi, je suis pour ce qui marche. OK? Donc, j'ai vu récemment un interview de le DRH d'une société de livraison qui s'appelle DHL, qui va sur BFM et qui dit que mais moi, des quotas, c'est n'importe quoi. Que voulez-vous que je fasse? Que je vire un homme pour mettre une femme? Et j'ai dit, et si vous virez l'homme le moins performant sur le board pour mettre la femme la plus performante de la société, est-ce que c'est pas une bonne chose pour le business? OK? Donc, pour moi, je suis pour ce qui est efficace et on a assez de data sur le sujet. Maintenant, des quotas marchent. Et il y a dans le fil de discussion, il y a une citation de Christine Lagarde que je sais que tu aimes beaucoup. Sans quotas, on trouve des excuses. Avec des quotas, on trouve des solutions. Ding, 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 ding. Voilà. Et d'ailleurs, toi, si tu avais une devise à toi, ça serait laquelle? Faire, c'est être. Faire, c'est être. Je sais que les Français sont un peuple qui sont très cérébral et c'est une des choses que j'aime le plus sur ma pays d'adoption. Pour quelqu'un qui a une grande gueule comme moi, peut-être je devrais m'inspirer de vous et réfléchir un petit peu plus avant que je fasse n'importe quoi. Mais c'est mon expérience et là, je ne sais pas dire ça en français, but only death cannot be undone. Tu vois? Il n'y a que la mort qui ne peut pas être défait, en fait. Et quand
lis les histoires sur le regret et des gens sur leur lit de mort quand ils regrettent jamais des choses qu'ils ont fait. Ils regrettent des choses qu'ils n'ont pas fait. Et en fait, c'est non seulement est-ce que ma devise sera faire, c'est être, mais ça sera faire maintenant, c'est être. You know, do it now. Plus tard, ça veut dire peut-être jamais. Donc, faire et faire tout de suite. Donc ça, c'est... Alors, je pense que... Enfin, on a cette question sur quels seraient tes conseils aux femmes qui ont envie d'avoir une carrière épanouie. Donc, j'imagine que ça en fait partie. Est-ce que tu en as d'autres, des conseils comme ça? Je retiens aussi l'idée de la réflexion tout à l'heure sur se connaître soi-même. On a aussi évoqué le fait d'accepter, de lâcher des choses, de ne pas dire oui à tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Oui, moi, ça sera 3 choses. La première, c'est penser grande. C'est-à-dire que j'ai écrit la théorie de la veste pour ceux dont leur ambition est plus grand que leur situation. D'accord? Donc, moi, par rapport où j'ai grandi, si je voulais travailler, je pouvais être serveuse dans un restaurant. Éventuellement, peut commencer un business de quoi? De camions de pétrole. OK? Donc, mon ambition était clairement plus grande que ma situation. Et donc, j'ai bougé là où il y avait plus d'opportunités, en fait. OK? Donc, souvenez-vous que personne ne veut s'occuper de votre carrière sauf vous. On a tous nos vies, on est tous pressés, on a tous nos trucs à machin, nana. Donc, n'attendez pas que votre patron va vous promouvoir. N'attendez pas qu'un tel vous propose. No. OK? Vous êtes la gardienne de votre propre carrière. Et donc, à vous de prendre des actions et réfléchissez grand. Donc, c'est ça la beauté de la théorie de la veste, le truc le plus intéressé à dire. OK, je souffle des rayons de soleil sur mon propre livre. Mais quand vous avez un quota de veste à prendre, allez-y tous les mois. OK? Il faut que vous faites des choses où, vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Ça, c'est la première critère d'une bonne tentative de veste. 2, si jamais ce n'est pas une veste, ça vous propulse vers votre ambition. Et 3, dans aucun cas, est-ce que ça doit nuire à votre réputation ou celle de votre maison. Donc, si on a quelqu'un dans le groupe qui dise moi, j'aimerais bien que ça va un petit peu plus vite, j'aimerais bien que ça soit, que ma carrière avance un petit peu plus vite, etc., pratiquer la théorie de la veste. Et donc, 3 fois par mois, vous allez avoir un quota de veste de 3 fois par mois où vous allez faire des choses qui sont quasi une veste. Donc là, je vois que Amine est connectée. Donc, imaginons que Amine, elle travaille dans les RH et elle dit moi, je veux une plus grande poste ou je veux une poste plus en phase avec ma spécialité. Okay? Et donc, 3 fois par mois, elle va faire des candidatures spontanées à des plus grosses boîtes possibles. Okay? Donc, SNCF, c'est une super grosse boîte. Génial. Okay? Mais elle va postuler chez des boîtes les plus sexy de la planète Terre. Okay? Candidature spontanée, Google. Candidature spontanée, Netflix. Candidature spontanée, quoi d'autre? Time for the Planet. Okay? Donc, des trucs que pour elle, c'est sexy. Et n'oubliez pas que sexy, c'est propre à tout le monde. Chacun. À vous de décrire vos attirances. Et donc, ça, c'est une bonne tentative de veste. Pourquoi? Quasi sûr que c'est une veste. OK? Ça sert à rien. D'accord? 2, si jamais ce n'est pas une veste et Netflix l'appelle en disant ouais, on a adoré votre candidature. C'est vrai qu'on a très peu de gens qui postulent depuis le public. C'est très intéressant. On aimerait bien vous recevoir. OK? Troisième chose, dans aucun cas est-ce que ça nuit à sa réputation. C'est même bonne pour sa réputation. Parce que nous sommes dans la database de Netflix où on n'était pas avant. Okay? Donc, en fait, en faisant des actions simples comme ça, vous êtes en train de semer plein de graines d'opportunités et vous ne savez pas ce qui va pousser. D'accord? Et si jamais Netflix le rappelle, qu'est-ce qu'elle a, ce qu'elle n'avait pas avant? Elle a du pouvoir. Okay? Elle a du pouvoir.
Parce que soit elle interviewe avec Netflix, soit elle revient vers la SNCF en disant, écoutez, je réfléchissais à éventuellement partir, j'ai une offre intéressante, ce qui va lui donner un peu de pouvoir de négociation pour ci, pour ça, mais il y en a. Okay? Donc, le advice que je donnerais à vous pour votre propre carrière, c'est soyez égoïste. Soyez égoïste parce que ça n'existe pas la bonne fée de Cendrillon qui va descendre et qui va vous sécher vos larmes et dire, voici votre chariot pour y aller au château. Ça n'existe pas. Okay? 2, pratiquer la théorie de la veste. Hashtag intéressé, I know. Mais si je l'ai écrit, c'est pour une raison, c'est parce que ça marche. Okay? Semer des opportunités totalement anodines qui n'ont rien à voir avec vous, d'accord? J'appelle ça comment dire? It's creative job crafting, du job crafting créatif. Karl Lagerfeld de Chanel, rest in peace, a dit que la définition de la créativité que je pratique, c'est l'association réussite entre des choses peu probables. D'accord? Donc, comment voulez-vous que vous avez des opportunités intéressantes, des parcours de carrière sous-entendu créatifs, si vous ne s'aimez pas des graines qui n'ont rien à voir avec l'autre? Okay? Et le troisième, ça sera pratiquer le pré-visé. D'accord? Faites des choses qui vous engagent avant que vous avez le temps de réfléchir. OK? Nous allons présenter les nouvelles initiatives marketing. Levez-vous la main, répondez en Teams avant que vous ayez le temps de réfléchir. Non, mais attends, mais le codir va être présent et si je ne suis pas bon, machin. OK? Parce que maintenant, c'est sur le planning. Vous êtes obligé d'y aller. Préparez-vous. That's it. You know? Ok. Bon, alors, j'ai posé beaucoup moins de questions que ce qu'on pose d'habitude parce que c'était passionnant à Parce que chaque je fois suis tes réponses. pipelette, c'est pour ça. Mais alors, pour finir sur les conseils, on demande toujours, pour se faire une petite bibliothèque culturelle inspirante, un livre qui inspire nos invités. Donc, toi, est-ce que si tu avais bon, on sait, il y a la théorie de la veste, ça, avec les conseils pratiques qu'on a commencé dont on a eu un aperçu là. S'il y a un livre qui t'inspire, toi, et que tu pourrais recommander, ça serait lequel? Moi, ça sera 2. Le premier, ça s'appelle Le pouvoir de zéro. Le pouvoir de zéro. Et donc, c'est Coco Chanel qui a dit que les meilleures choses dans la vie sont gratuites et les deuxièmes meilleures sont très coûteuses. Et quand il s'agit de travailler sa carrière, c'est vrai que les choses gratuites sont les plus puissantes. Le storytelling, le charisme, la capacité à nourrir des relations, l'audace. Okay? Après, qu'est-ce qu'on a? Un PhD chez Harvard. Bonjour, le 500 000 euros. Okay? Donc, le pouvoir de zéro, c'est tout ce que vous pouvez faire pour votre carrière, pour votre entreprise, pour votre équipe, pour votre business, sans que ça vous coûte rien. Et elle raconte ça, elle s'appelle Nancy Lubla. Nancy Lubla. C'est une serial entrepreneuse aux États-Unis. Elle est incroyable. Donc, le pouvoir de zéro. Ça s'écrit comment, Lublin? Lublin. D'accord, merci. Okay. Le deuxième, ça sera celle que j'ai citée tout à l'heure, de Manouche Shafik, qui est à la tête de la London School of Economics, qui écrit que notre société a changé et dont le contrat social que nous avons l'un avec l'autre a besoin de changer aussi. Que la Sécu était inventée à un moment où la plupart des femmes ne travaillaient pas, ne pouvaient pas avoir un compte en banque, etc. Que le capitalisme tel qu'elle est aujourd'hui n'est pas en phase avec l'urgence climatique qu'on a besoin de s'adresser de manière extrêmement urgente. Donc, ça s'appelle What We Owe Each Other, qu'on doit l'un à l'autre. Et pour moi, c'est une preuve de la pouvoir de feminine leadership, de le genre de choses qui sera adressé si on avait une véritable parité et égalité des sexes dans les pouvoirs qui gouvernent ce monde. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et riche.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Annabelle, pour tous ces conseils. Malheureusement, on doit arrêter là parce que c'est l'heure. Mais en tout cas, on repart avec plein de conseils et c'est ce pourquoi on organise cette interview régulièrement. Donc, merci mille fois. Et puis voilà, on attend le prochain livre avec impatience. Oui, il faut l'écrire. Ouais. Merci beaucoup, Acha. Merci de votre invitation. N'hésitez Merci pas à à tous. m'ajouter sur LinkedIn. J'adore interagir avec des gens sur LinkedIn. Oui, voilà. Et puis, s'il y a des ambassades qui veulent organiser des séances de formation à la prise de parole en public, moi, j'ai testé et approuvé. Et s'il y a des gens dans le service RH, on vient de perdre l'appel d'offres pour aider des annonceurs à bien annoncer dans le train en anglais. Si vous voulez boire un café et débriefer de pourquoi ça n'a pas marché, ça sera avec plaisir. Voilà. Bon, merci, Annabelle. Merci à toutes et à tous pour vous être connectés. Et puis, à bientôt pour un prochain Femme inspirante. Bye bye. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup.